Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui, d'où mes petites lunettes, ça rend intelligent, toi. Tout de suite, ça fait sérieux. Nous allons aller du côté de la poésie, avec ce qui se trouve sur le web. C'est offert sur le web parce que je ne sais même pas du tout si ça a été réédité. Ça s'appelle La Vue. Hein. La Vue. Quelquefois, alors c'est un texte de Raymond Roussel, hein, bon, à la limite je le dis, mais Raymond Roussel, donc, libre de droit, hein, je précise, donc La Vue. Quelquefois, un reflet momentané s'allume dans la vue enchâssée au fond du porte-plume, contre lequel mon œil bien ouvert est collé à peu de distance, à peine reculé. La vue est mise dans une boule de verre, petite et cependant visible, qui s'en sert. Le temps de tourner la page, évidemment. La page web, c'est pas comme une page d'un livre. Hein. Là, il faut attendre. Là, hein. Là, si t'es pas pressé, il faudrait à la limite de la musique, tu vois, du piano. Comme ça, le temps que la page se tourne. Ça peut être une idée d'ailleurs. Hein. Parce que là, voilà, ça peut mettre des plombes pour tourner la page. Hein. Oh là, la preuve. J'ai pas mon texte là. Quand tu veux. Et imagine, il y a 243 pages. Et ben non, si les 243 mettent autant de temps à chaque fois pour tourner une page, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ensuite, ça y est. Voilà, ah, ça y est. Alors, j'ai oublié le début, c'est pas grave. Dans le haut, presque au bout du porte-plume blanc, où l'encre rouge a fait des taches, comme en sang. La vue est une très fine photographie, imperceptible, sans doute, si l'on se fie à la grosseur de son verre, dont le morceau est dépoli sur un des côtés, au verso. Mais tout enfle quand l'œil plus curieux s'approche suffisamment pour qu'un œil, par moment, s'accroche. Je tiens le porte-plume assez horizontal, avec 3 doigts, par son armature en métal, qui me donne au contact une impression fraîche. Mon œil gauche, si je ferme l'œil, le vrai œil gauche, je vois plus rien. Puisque j'ai un œil qui voit de près et c'est visiblement celui-là. Ah non, c'est... Oui, c'est le gauche, ouais, le gauche. Donc si je ferme l'œil gauche, là je suis mal barré. Donc, mon œil gauche, fermé complètement, m'empêche de me préoccuper ailleurs, d'être distrait par un autre spectacle ou par un autre attrait survenant au dehors et vu par la fenêtre, entr'ouverte, devant moi. Voilà, on passe à une autre page. Est-ce que ça va être plus vite? Apparemment, ouais, il fallait le temps qui s'adapte. Page 5, donc, de l'édition de Le Maire. Hein, édition Le Maire, donc de l'époque. Mon regard pénètre. Et si tu veux retrouver, c'est sur BNF Gallica. Hein, je t'informe, je te donne, je suis gentil, je suis bon et généreux, je te donne la piste où aller. Si tu ne savais pas où c'était, BNF, c'est Bibliothèque Nationale de France. Mon regard pénètre dans la boule de verre et le fond transparent se précise. Ma main, en remuant, le rend, malgré ma volonté, fugitif et peu stable. Il représente toute une plage de sable, au moment animé, brillant. Le temps est beau. Des clartés rares et minces courent sur l'eau, s'arrondissant suivant le hasard de la houle.
des promeneurs et des enfants forment la foule, presque totalement oisive. Il fait du vent, si l'on en croit certains fronts penchés en avant. On voit même un chapeau de paille qui s'envole, car son propriétaire, un peu trop bénévole, n'a pas compté sur la brise et sur sa fraîcheur. Au loin, perdu parmi les vagues, un pêcheur est tout seul dans sa barque. À son mât, une voile flotte, abîmée et sans éclat, en grosse toile. Certains endroits ayant souffert sont rapiécés, et des morceaux de tout genre sont espacés. Un d'eux, mieux défini, fait un mince triangle. La pointe se tournant vers le bas, il s'étrangle, et se serre sur un court espace au milieu. Le bateau, toujours en mouvement, penche un peu. L'arrière se trouvant soulevé par la crête d'une vague déjà fugace, déjà prête à suivre sans obstacle et sans bruit son chemin. Le pêcheur, immobile et calme, a dans la main l'extrémité rigide, obliquante et tendue d'une ligne de fond cachée et descendue dans l'eau, profondément peut-être. L'homme est vieux. Il a de gros sourcils épais, couvrant ses yeux, encore, couvrant des yeux, encore illuminés, vifs. Je précise, quand je bafouille, j'aurais pu, ça passer inaperçu, couvrant ses yeux, mais j'aurais pu laisser comme tel. Mais ici, c'est pour les étudiants qui apprennent le français, je parle exprès lentement. En plus, ça me permet évidemment d'éviter les bafouilles, ce qui est nettement mieux, mais là, effectivement, il a de gros sourcils épais couvrant ses yeux, ça pouvait passer, mais ici c'est pas écrit ses yeux, donc on respecte l'auteur, c'est écrit des yeux. Il a de gros sourcils épais couvrant des yeux encore illuminés, vifs. Sa barbe est inculte, son apparence rude et rustique résulte de son teint foncé, brun, hâlé par le soleil et par l'air. Son sourcil gauche n'est pas pareil. Page 7. Au droit. Son sourcil gauche n'est pas pareil au droit. Il est plus noir, plus important, plus dense et plus embroussaillé dans sa grande abondance. Le pêcheur a les traits marqués. Son nez est fort. Son chapeau, mou, n'a plus grande forme. Son bord est rabattu pour lui protéger le visage. Ce pêcheur a la mine imposante d'un sage. C'est un vieux matelot solide, un loup de mer, aux membres vigoureux, à la santé de fer, qui vivra 100 ans et plus. 100 ans et plus, non, ça va pas. Mauvaise liaison. Je reprends. C'est un vieux matelot solide, un loup de mer, aux membres vigoureux, à la santé de fer, qui vivra 100 ans et plus, tant il est robuste. Son habit, aux poignets étriqués, est trop juste. Il le gêne sous les bras, il est presque étroit. En l'air, l'unique mât du bateau n'est pas droit. Il s'incline beaucoup vers la gauche et se penche, entraînant avec lui la grosse voile blanche qui s'abandonne, molle et flasque. La raison de cette obliquité franche est l'inclinaison que la vague puissante et maîtresse qui passe donne inconsciemment au bateau, quoique basse. À l'arrière, émergeant à peine, un gouvernail reste dans un complet abandon, sans travail. Plus loin et plus à droite, un yacht lance un panache de fumée assez long et noirâtre qui cache une autre barque dont l'aspect, dans le lointain, est par ce fait rendu plus flou, plus incertain.
la barre qui disparaît grâce à sa petitesse. Le yacht, lancé, paraît donner de la vitesse. Son avant tourné vers la gauche fend les flots, et l'écume jaillit jusqu'aux premiers hublots qui ressortent chacun comme une boule ronde. La coque est gracieuse, élégante. Du monde s'est groupé selon les amitiés sur le pont. Mais on cause surtout à l'avant qui répond mieux que ne fait l'arrière aux besoins d'ample vue et d'air vivifiant et sain. Une main nue est dressée à l'avant, sortant d'un groupe assis. Elle veut ajouter, par un geste précis, à l'affirmation d'une parole sûre, mettant en avant soit blâme, soit flétrissure, au sujet d'un absent honni vilipendé. Celui qui fait le geste est sec, dégingandé, long et chétif. Un des côtés de sa moustache, qui se tient raide et bien relevée, se détache sur l'horizon de mer et par hasard se met avec exactitude en plein sur le sommet régulier, étendu d'une petite vague. Le causeur à son doigt courbé porte une bague qui lance dans sa pose actuelle un éclair. Il est vêtu, non sans soin, d'un vêtement clair. Quand il se lève, il doit être de haute taille. Il a des bords étroits à son chapeau de paille, qui, par crainte d'un vent trop fort, est enfoncé. Le ruban large qui le garnit est foncé, avec, dans le fini de son nœud, quelque chose d'anormal. Le restant du groupe se compose de 3 personnes, dont un corpulent fumeur, d'heureux tempérament et de joyeuse humeur. Je crois que je vais mettre de la musique, mais la musique, non, ça ne serait pas libre de droit. Qui tient entre ses dents un énorme cigare. Page 10. Il n'est pas fort à la question et se carre le mieux possible dans un excellent fauteuil. Il jette en l'air un calme et languissant coup d'œil pour suivre la fumée impalpable et légère qui s'éloigne de son visage et lui suggère 1000 rêves des plus doux et délicieux en montant avec des spirales vers les cieux. Sa cravate aux replis combinés est bouffante d'arrangements classiques et de formes savantes. Son gilet blanc semé de gros et sombres pois le gêne par beaucoup de raideur et d'empois. Le gêne par beaucoup de raideur et d'empois. Beaucoup de, c'est attaché. À sa droite, une femme est en robe voyante. L'étoffe est à la fois soyeuse et chatoyante. Sa jupe a dans le bas 3 ou 4 volants, peu froncés, ne sortant guère, plutôt collants. Elle est assise avec grâce et tient son ombrelle debout, en s'appuyant de ses 2 mains sur... Elle est assise avec grâce et tient son ombrelle debout, en s'appuyant de ses 2 mains sur elle. Elle garde ses bras allongés et tendus, et même quelque peu nonchalant et tordu. Quand tu veux. Car elle ne s'amuse en rien et se détire, ne trouvant pas un seul mot curieux à dire sur un sujet qui lui demeure indifférent. Elle laisse flotter son esprit, préférant ne pas donner d'avis et s'en tenir au rôle d'écouteuse, acceptant d'avance, sans contrôle, ce que peut raconter, de mauvais ou de bon, le grand mince, qui, lui,
possède fort le don des discours. On voit un oiseau d'étrange espèce au chapeau de la femme. Une voilette épaisse s'applique et reste sur sa figure, assez près pour qu'on devine la finesse de ses traits. Installée à côté d'elle, une femme âgée ne se prononce pas, car elle est partagée entre le doute pur et l'acquiescement. Elle entend réserver son secret sentiment, en attendant que la preuve éclate et se fasse. Une indécision persiste sur sa face. Pour ne pas se risquer, elle lance un regard inutile, sans but, dans le vague, à l'écart. Et sa bouche s'avance en faisant une moue, qui surtout du côté droit lui plisse la joue. Elle veut une plus grande réunion d'arguments pour se bien faire une opinion. Il faut que l'évidence apparaisse et lui crève les yeux. Dans sa prudence excessive, elle lève les deux bras au-dessus même de ses genoux. Sa main gauche, tranchant au loin sur les remous, se profile sur un canot qu'elle dérobe aux trois quarts, ne laissant voir que l'avant. La robe de la dame est dans un drap foncé, tout uni, et d'un modèle très simple, mal défini. C'est une forme sans apparat qui se porte en toute occasion. La dame est assez forte. Elle s'habille sans contrainte, avec ampleur, gardant tout mouvement libre. Elle n'a pas peur du soleil. Son ombrelle est bien pliée et mince. Un élastique vers le milieu prend et pince l'ensemble régulier et parfait de ses plis qui sont étincelants, lumineux et pâlis. Donc en poème classique, évidemment, on ferait les liaisons pour une lecture classique. Lumineuse et pâlie. Mais si on met tout ensemble, et nos amis étudiants étrangers ne comprennent plus rien. Donc je coupe les mots exprès pour qu'on entende bien les mots en dehors des liaisons. Il y a des fois des liaisons impossibles à éviter, donc là je précise, on peut lire évidemment en mots découpés, mais ça sera pas, on comprendra rien. Par une clarté crue et blafarde qui tombe, page 13, bien que l'étoffe dans l'ensemble de loin bombe, entre chaque baleine un espace est à plat. L'épaisseur n'est pas tout entière sous l'éclat. La moitié basse dans l'ombre n'est pas touchée. L'ombrelle ne se tient à rien, elle est couchée sur les genoux de la dame et ne tombe pas. À la gauche du groupe, ensemble, à quelques pas, deux hommes causent. L'un, fort, de haute stature, prend la parole. Son sujet est de nature sérieuse. Il se met d'emblée à la hauteur de celui qu'il a pris comme interlocuteur, et qui paraît de suite être le capitaine. Ce dernier, confiant dans la marche certaine de son bateau dont il connaît le maniement, n'écoute que par la forme, mais poliment, son voisin, qui sans doute est le propriétaire du yacht. Le capitaine affecte de se taire, mais il prépare tout bas des collections d'arguments décisifs, puissants, d'objections qu'il tient sans en avoir l'apparence en réserve pour quand l'autre aura mis dehors toute sa verve. Page 14. Il se dit, dépensant du bon sens à part lui, qu'on aura sûrement un sérieux ennui. Donc là, je sépare les deux mots, mais évidemment, la liaison est mieux si tu dis, il se dit, dépensant du bon sens à part lui, qu'on aura sûrement un sérieux ennui en exécutant la chose déraisonnable qu'on lui propose et qui serait impardonnable.
mais le grand n'en démord pas. Avec 2 doigts joints, il indique en avant, nettement, un des points de la côte où se joue un peu d'écume blanche. Il tient négligemment sa main gauche à la hanche, en s'appuyant avec mollesse sur un jonc à pomme de métal mince, uniforme et long, qui se recourbe sous son poids, étant flexible. L'homme s'est mis sur un terrain inaccessible aux profanes, surtout à ses 4 invités. Donc là, pareil, ne connaissant pas le texte d'avance, il fallait dire inaccessible aux profanes. Il faut mettre tout ensemble, parce que si c'est un terrain inaccessible, on croit que c'est le terrain, un vaste terrain qui est inaccessible, mais en l'occurrence, c'est le terrain, c'est pas le terrain qui est inaccessible, c'est il faut accrocher inaccessible aux profanes. Donc je reprends, l'homme s'est mis sur un terrain inaccessible aux profanes, surtout à ses 4 invités. Aussi les laisse-t-il parler, frivolité, s'adonnant pour sa part aux choses sérieuses, aux actions les plus sages, impérieuses. Dans son enthousiasme, il se croit du métier. Ta la la ti ta ta ta. Ta la di ta la ta ta. Ta la ti ta. Page 15. Et s'enflamme pour ses paroles. Tout entier à son sujet, il tend ses facultés et fronce ses sourcils. Par ce seul mouvement, il enfonce son regard qu'il rend plus pénétrant, plus perçant, et qu'il dirige vers le lointain, l'exerçant avec ardeur, avec une puissance énorme. Le capitaine, bien pris dans son uniforme, quoique d'un avis tout autre, reste muet. Il est chétif et sans résistance, fluet. À son menton, pointant tout droit, une barbiche est brune, mais déjà par-ci par-là se niche dans son épaisseur sombre un poil plus ou moins gris. Ses traits sont souffreteux, maladifs, amaigris. C'est un échantillon d'homme en convalescence, chez lequel se prépare une recrudescence de force et de santé, d'homme dont l'appétit commence à revenir, mais petit à petit. On devine que son apparence normale doit être beaucoup plus vigoureuse et plus mâle. Les conseils qu'il reçoit ne seront pas suivis. Page 16. Car ils sont déjà tous rejetés, desservis par l'intime et secret travail de sa pensée. Il compte proposer une offre plus sensée, avec l'autorité du professionnel, qui se permet un ton décisif et formel grâce à son habitude, à sa longue carrière, au profit qu'il en a retiré. À l'arrière, le timonier est bien fixé sur son chemin. Impassible, il regarde en avant, une main occupée à ne pas abandonner la roue, l'autre prête à venir en aide. Sur sa joue descend un favori, peu fourni, court, étroit, qui semble drôle. Alors favori, je ne sais plus si c'est là ou si c'est là. Descend un favori peu fourni, court, étroit, qui semble drôle, sans raison d'être, tout droit. Les regards fixes, comme inspirés, il contemple l'horizon. Son jersey, de teinte sombre, est ample. Le temps et le fréquent usage l'ont rendu, sur presque toute sa largeur, mou, détendu. Son tissu mince, lâche et souple, prend le torse. Alors je rappelle les dates de Raymond Roussel, les dates nous sont données ici, 1877, autrement dit, il est né en même temps que Pauline Tarn, alias René Vivien, donc même date, pas le même âge, puisqu'il nous a quittés en 1933, et donc est libre de droit pour le lire ici sur YouTube en version chameau. Donc nous sommes à la page 17, sans intensité, sans précision, sans force, il fait des plis nombreux près du coude, du bras,
Alors du coude, du bras et de l'épaule. L'homme, au reste, n'est pas gras. Il est suffisamment de profil pour permettre de lire tout entière une dernière lettre, celle d'un nom, le nom du navire, tracé sur sa poitrine. Mais le ton en est passé. La couleur de la lettre est vaporeuse et tranche d'une façon à peine établie et peu franche sur le fond. Le contour n'est pas bien accusé, l'ensemble est confondu, presque indistinct, usé. Outre le timonier silencieux, 3 hommes, habillés comme lui, suffisent pour les sommes de travail que demande à lui seul l'entretien du yacht coquettement tenu, qui reluit bien, brillant de propreté. Tous 3 causent ensemble à l'arrière, debout, émoustillés. Il semble que leur sujet est gai, régalant. Le plus gros, un Hercule qu'on voit exactement de dos, est dans la joie. On croit voir ses larges épaules se secouer grâce à des mots lestes et drôles. Il s'en donne et se fait quelque peu de bon sang, laissant libre son gros rire sonore et franc. Ses mains s'enfoncent presque entières dans ses poches, et ses coudes, tous deux semblables, quoique proches de son corps, laissent par l'écart assez de jour pour qu'on distingue dans le lumineux contour les vagues au lointain, ne cessant de décrire leurs courbes. Un second homme est en train de rire, à la droite du gros. On aperçoit ses dents, car il ne garde rien de sa joie au-dedans. Sa jambe s'est levée afin que sa main puisse allonger un soufflet bien à plat sur sa cuisse. Et son pied gauche est, par ce fait, un peu distant du pont. L'homme n'est pas gêné. Pour un instant perché tranquillement sur un seul pied, il garde l'équilibre. Il ne fait qu'écouter et regarde celui qui le fait empouffer, pouffer ça veut dire rire, et qui se tient à la gauche du gros Hercule auquel il vient au menton, page 19. Celui-là parle. On voit à sa bouche qu'il raconte tout un événement. Il touche le bras du gros avec l'extrémité du doigt afin de réclamer l'attention qu'on doit aux 1000 petits faits dont s'émaille l'histoire qu'il a choisie avec art dans son répertoire. Il a de la gaieté, du bagout, de l'entrain, de la frivolité native, avec un brin d'étrangeté dans ses gestes, dans son allure. Il est si brun de teint, d'œil et de chevelure qu'on doute du premier regard qu'il soit français. Comme le timonier, tous 3 ont des jerseys avec des lettres à la place accoutumée. La machine du yacht lance de la fumée qui conserve d'abord beaucoup de densité. Page 20, mais perd presque aussitôt de son intensité. Sous les impulsions de l'air, elle exagère sa transparence claire et devient plus légère. Elle subit la forte influence du vent, occupant un certain espace en arrivant à la barque petite et frêle qu'elle cache et qui, sur les remous constants, ne se détache que derrière un rideau gris de vagues brouillard. Dans la barque, à l'avant, est assis un vieillard au regard avisé. Derrière ses lunettes, ses rides fines et profondes sont très nettes, très distinctes, ses rides, très distinctes, malgré le voile de douceur du brouillard enfumé. C'est quelques professeurs en villégiature estivale, en vacances, ne cherchant nullement le bon ton, l'élégance.
se reposant de ses innombrables travaux avant d'en commencer encore de nouveaux. Sa figure revêche, austère, est encadrée par une grande barbe impeccable et carrée. Sa cravate est collée et plate, comme effet ti-la-la, 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 ti-la, ta-la-la, ti-la-la. Page 21. Elle présente les signes d'un nœud tout fait. Devant lui, mais plutôt à sa droite, une dame, plus jeune, d'au moins 10 ans, sans doute sa femme, reste incommodément debout dans le bateau. Elle est entièrement couverte d'un manteau qui lui descend aux pieds. C'est un cache-poussière, grisâtre, fin, léger. La dame a la paupière abaissée. Elle tient piteusement sa main hésitante, immobile, en faisant l'examen de la banquette qui s'offre comme suspecte, soit qu'un peu d'eau de mer l'éclabousse et l'humecte, une ou deux vagues plus fortes ayant sauté et causé ce gâchis, soit que la propreté que le bois plus ou moins confortable présente ne lui paraisse pas sûre ni suffisante. Deux jeunes filles très droites, se tenant bien, dont on voit les dos plats, longs, sans connaître rien de leur figure, ont les deux robes pareilles, et chacune a les deux mêmes boucles d'oreilles. Mais le brouillard devant leur corps est plus épais. Ti-la-la-la, ti-ta, 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 ti-ta-ta, ti-ta-ta. Grâce au meilleur état, à la plus grande paix de cette portion courte de l'atmosphère qui tarde plus à le dissoudre, qui tarde plus. Alors là, c'est voilà, ça c'est le jeu. Hein. Tantôt c'est plus, d'ailleurs, il y en a plus, il y en a beaucoup plus, ou tarde plus du tout. Alors ça, c'est en lisant le poème qu'on arrive à savoir si c'est tarde plus ou plus. Les deux, après c'est la compréhension, qui tarde plus à le dissoudre, à le défaire. Si c'était ne plus, on aurait a priori rajouté qui ne tarde plus à le dissoudre, à le défaire, mais il n'y a pas de nœud, hein, le nœud n'est pas là. Donc qui tarde plus à le dissoudre, à le défaire. La fumée a déjà beaucoup moins de grosseur devant la silhouette ample du professeur. Voilà, c'était donc, nous en étions arrêtés à la page 22 de ce texte. C'est un extrait, c'est le début, en tout cas c'est le début. On va essayer de le faire de manière intégrale, on verra, hein, évidemment, en fonction des auditeurs. S'il n'y a que 2 auditeurs, évidemment, nous arrêterons là. S'il y en a un peu plus, on pourra continuer, mais évidemment, voilà, on ne va pas s'amuser. De toute manière, j'en ai au moins un, c'est Olivier, donc à la limite pour Olivier. Donc c'était donc la page 22 de la vue de Raymond Roussel sur Chamroux Télé, offert évidemment en FLE, français langue étrangère, j'en bafouille, français langue étrangère. Donc ça peut évidemment servir de dictée, puisque quelqu'un m'a dit, ah ben on croira une dictée. Bah, tu peux t'en servir comme d'une dictée, et tu auras la correction sur le site de la BNF, Bibliothèque Nationale de France, Gallica, G-A-2-L-I-C-A, et donc tu pourras même avoir la correction à ce moment-là, tu vois. Donc tu peux t'en servir comme d'une dictée, comme tu veux. C'est en tout cas pour, je propose cette version-là qui n'existe pas en français langue étrangère. Voilà, à bientôt, suite au prochain numéro, on va dire, pour ce cours de philo. Presque.